Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de foot, le premier podcast qui parle de RSE dans le football. Aujourd'hui, nouvel épisode, cinquième épisode avec un nouveau sujet sur la santé mentale dans le football. Toujours la même équipe avec Henri. Henri, est-ce que tu m'entends bien? Oui, bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Ravi de vous retrouver. Merci Henri, on est aussi avec Hugo. Hugo, comment tu vas? Salut les gars, toujours un plaisir d'être ici. Tom Chevalier est avec nous également, est-ce que tu nous entends Tom? Et oui, oui, je suis bien avec vous et fin prêt pour tourner ce nouvel épisode tous ensemble. Et pour terminer, Aubin Powell, tu vas bien? Bonjour messieurs, ouais, ça va bien, ça va bien. On est prêt, on attend le sujet. Parfait, on va démarrer tout de suite comme d'habitude avec les 2 sujets d'actualité. Aujourd'hui, Tom et Hugo vont nous présenter chacun un sujet d'actualité et je vais laisser d'ailleurs Hugo présenter le sien en premier. Ouais, moi je voulais parler avec vous des salaires des joueurs de Ligue 1 et des entraîneurs également, qui sont sortis récemment. Je voulais avoir un peu votre avis quand on voit que certains joueurs, par exemple au PSG, comme Zaïre Emery, sont payés quasiment 1 million d'euros par mois, bien sûr. Alors que dans d'autres grands clubs, des joueurs avec beaucoup plus d'expérience, sont beaucoup moins bien payés. Je voulais avoir un peu vos retours là-dessus et ce que vous en pensez. Également par rapport au niveau des salaires des entraîneurs de Ligue 1, si, donc les salaires vous semblent logiques ou pas? Voilà. Peut-être Henry qui aura peut-être un avis, Ouais, assez tranché comme il est supporter du PSG? bah, vous l'aimez bien le PSG, vous en parlez souvent, je trouve. Bah, on sait que Bah tu l'adores, alors on en parle. ouais, mais c'est logique en fait, je trouve que, J'ai les 10 1res Zai places Zaïre du Emery, 5e meilleur joueur de Ligue 1 je selon sais. toi? Si on prend par rapport au salaire? alors les salaires n'a jamais Non, été en fonction du niveau, oui, hein. non, Non, je voilà. sais bien, mais Warren, ça reste un jeune qui a été formé au club, il sort une saison, l'année de sa prolongation sous Galtier, qui est quand même assez extraordinaire quand même pour son âge. On l'a sécurisé avec un contrat de longue durée et il a eu le salaire qui allait avec. Là, si on prend, récemment, par exemple, un mec comme, Nuno Mendes, qu'on vient de prolonger, jusqu'à là, il prenait 120 par mois, 120 000 par mois. Là, il va toucher un peu moins d'ailleurs que Warren, il sera à 800 000 par mois. Mais Tu c'est logique en fait, parce que c'est des mecs qu'on a recrutés jeunes, qui ont quand même, bien éclos, tous au PSG. Et on les sécurise, forcément, il y a l'argent du Qatar. Mais on peut pas dire que le PSG, c'est le PSG d'avant, quand même. Oui, pour la Ligue 1, ils vont tous être au-dessus, les salaires des joueurs parisiens. Mais c'est logique, c'est la meilleure équipe du championnat. C'est une équipe, qualifiée en quart de finale de Ligue des Champions, demi l'an dernier et quart, si je ne m'abuse, il y a 2 ans. On est toujours sur le devant de la scène internationale, c'est des joueurs de classe internationale, ils sont tous appelés en sélection, ils sont tous titulaires en sélection, donc bon, moi je trouve ça assez logique. Bah, Après, moi à Zaïre Emery est pas à titulaire en la sélection, hein. Warren Zaïre-Emery, non, mais je pense que selon c'est moi, plus doit une, être titulaire c'est en plus surtout sélection. pour le sécuriser au PSG, pour lui montrer qu'il est important pour le club, que c'est un jeune. Ça montre aussi l'image de: «On fait attention à nos jeunes», ce qui était pas le cas sur les dernières années. Et moi, par rapport à ça, je trouve que c'est pas les salaires du PSG qui me choquent le plus. On sait maintenant avec le Qatar que le PSG peut se permettre aussi de faire des folies et de proposer des salaires tels qu'ils sont aujourd'hui. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est plus des clubs pas de seconde zone, mais des clubs comme Rennes qui ont sorti 800 000 euros, 400 et 400 pour Samba et Fofana au mois de janvier. On a des clubs qui se permettent des folies sur des joueurs qui sont, comment dire, qui jouent pas ou qui apportent très peu au club. Le problème, c'est pas le PSG. Je pense que le problème, c'est plus ceux qui veulent se prendre pour le PSG et qui mettent en difficulté leur club financièrement. Après, moi je trouve pas, Euh, hein, si tu prends l'exemple de Rennes, en soi, Fofana, Samba à 400 000 euros par mois, c'est des joueurs confirmés de Ligue 1, expérimentés, qui ont tous les deux fait des très belles saisons en Ligue 1. Moi je non, trouve mais ça bien pas sûr. déconnant, tu vois. Mais quand tu vois que le troisième salaire, c'est Mandanda avec 200 000, l'écart est énorme, je trouve. Ouais, bah après, dans tous les clubs, c'est un peu comme ça, dès le moment que tu veux. Enfin, si tu
compares un peu, même tu regardes Marseille, oui, bah tu vas avoir des joueurs du style Højbjerg, Rabiot ou Benacer qui sont à 450 000 ou 500 000 euros par mois. Après, derrière, t'en as d'autres qui sont un peu moins, mais dans tous les cas, enfin, enfin, c'est normal. Après, t'as le statut du joueur et chaque joueur, au moment de négocier son salaire, n'est pas savoir Je trouve qu'il y a le salaire du il y a quand collègue, même tu vois. certains clubs qui gèrent bien et qui aujourd'hui, arrivent à avoir une équipe compétitive, Bah, Lille, par exemple. Ouais, notamment mais les Lille, Lille. c'est différent. Lille, parce qu'en fait, ils ont pas des grosses salaires de base, vraiment, ils ont des grosses primes à la fin de Ils ont saison. des grosses primes. Ouais, Oui, Donc, en gros, ils compensent comme Lille, ça. ce qui n'est pas bête du tout d'ailleurs, parce qu'en fait, Lille, il fonctionne avec un système de primes, ce qui fait qu'en fait, ils vont dépenser l'argent, enfin, les salaires, ils vont donner un plus gros salaire, entre guillemets, aux joueurs en fonction des recettes qu'ils vont prendre grâce à leurs résultats, à leurs résultats pardon, en Ligue 1 et du coup à une qualification ou non, par exemple en Ligue des Champions, qui rapporte pas mal d'argent au club. Donc ça, je trouve que le système, l'étang, il a assez bien fait Ouais, pour le cas enfin, du en Valais. soi, t'as pas les mêmes joueurs non plus à Lille ou non, à Marseille, tu vois. Donc, forcément, enfin, genre, je pense que c'est paraît logique. Enfin, genre, que t'as un jeu Pas les David. mêmes joueurs, mais sportivement, c'est quand même deux clubs qui Oui, oui, à peu jouent, près qui jouent avec équivalent. la Ouais, non, mais même je suis chose. d'accord. Mais t'as pas de grands noms ou de grands joueurs, le LOSC. Enfin, ça fonctionne. Bon, Marseille aussi, un peu dernièrement, mais c'est un gros turnover quand même que tu vois, soit au LOSC ou quoi. Ça bouge souvent et je trouve que en fait le LoS sont très bons, enfin je dis pas l'inverse, mais après t'as beaucoup le truc de que les joueurs surperforment beaucoup, je trouve des fois par rapport à leur niveau. Tu vois, par exemple si tu prends l'exemple du LoSC. mais mais par rapport à ça, Tom, justement, est-ce que le fait d'avoir des petits salaires, fixes, enfin petits, heu, dans toute proportion gardée bien sûr, mais, des petits salaires fixes et plutôt jouer sur les primes, sur le variable un peu ou sur les primes en fin de saison, heu, qui permettrait justement de juger plus un joueur à sa valeur qu'en début d'année, on lui met 1 000 000 et le mec s'il se baisse ou des trucs comme ça, c'est quand même une perte d'argent énorme pour un club. Alors pour le PSG non, mais pour d'autres ça peut l'être. Est-ce qu'on n'est pas mieux justement à valoriser ses primes en fin de saison ou sur la prestation d'un match, ce qui aujourd'hui est possible? Ouais, mais après dès le moment que tu vas recruter des joueurs un peu de renom, des joueurs qui vont te faire passer un cap à ton club, au bout d'un moment t'es quand même obligé d'aligner les billets, tu vois. Enfin, je vois par exemple de Marseille, mais dès le moment que tu recrutes des mecs comme Højbjerg ou Rabiot, oui Oui, forcément que t'es bien obligé sûr, enfin, tu peux pas faut leur avoir les donner 2. un salaire à 150 000 avec des primes, tu vois. Enfin, t'as le nom qui va avec, sinon le joueur tu l'attires jamais chez toi non plus. Et par exemple, à Angers, le joueur de me payer, c'est Adrien Hunou qui joue avec la N3. Et qu'est-ce qu'on fait sur ce cas-là? Ou sur un Après, joueur il y qui a se des blesse? ratés, il y a vraiment des ratés dans tous les clubs, hein. Ouais, Pour avoir Bien regardé la sûr. liste complète, tu as toujours des Non, mais ratés bien sûr. entre les joueurs blessés, les joueurs, un changement de coach et le nouveau coach n'apprécie pas le joueur, donc il est envoyé en réserve. Enfin, il y a tout un tas Tous les clubs. d'exemples qui. Non. Mais il a raison, Hugo. Il y a des casseroles un peu partout. Bon, des fois, nous, on en rigole maintenant, mais bon, c'est vrai que c'est pas très rigolo pour les clubs. L'anecdote d'Adrien Hunou, justement, j'allais en parler, mais tu me l'as volé, Max, donc tant Il y mieux. a pas de Mais, souci, Aubin, je te remercie. mais moi, je trouve que c'est. En fait, l'histoire des salaires, bon, c'est toujours un moment important de l'année parce que ça arrive toujours à peu près au même moment où bah, tout le monde donne son avis, etc. Mais moi, je trouve que ça ouvre surtout un autre débat. Le débat, c'est quand on voit les salaires, là, je crois que c'est le top, 12 des meilleurs non, des joueurs les mieux payés de Ligue 1 qui sont au PSG, c'est ça? Ou Oui, ou je ne sais C'est plus ou quelque chose comme ça. En c'est tout ça. cas, le top 10 c'est que du PSG Non, et et t'as aussi un peu. Dans Jusqu'au le top top 10, 12, je crois. t'as la Casette et t'as Non, quelques joueurs de Marseille. t'as aucun Non, non, joueur dans le top 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 10, dans le 10 10. c'est top des 10 Parisiens. dans T'en le as top aucun. 10, tu que le PSG. Ouais. voilà, top 10 c'est que PSG, c'est ce que j'avais Et vu et Dans le top donc 10, il y a comment Presnel Kimpembe, dans le top 10, qui ne joue plus ouais, depuis, bah, ça, c'est pas après, voilà. enfin bon, bref. Comment les autres clubs de Ligue 1 peuvent concurrencer le PSG, à essayer de rivaliser avec le PSG sur toute une année quand on voit, les salaires que eux ils sont capables d'aligner et je sais que mon copain Tom, il va être tout à fait d'accord avec moi. Parce qu'en tant que supporter, moi lyonnais, lui marseillais, même, Hugo pour Lille, tu peux pas. C'est tout simplement 2 sphères différentes et bah, tu de t'accrocher, mais tu peux pas t'accrocher longtemps. Là, on voit qu'on est à la je sais pas, on est je sais même pas à quelle journée on est. Il reste 8 On doit journées. être, bah, Il reste 8 journées, ouais. le championnat, il est fini depuis combien de temps? Depuis combien de temps il est fini le championnat? Depuis la première journée, je pense.
Non, peut-être quand même pas, on y a cru, Marseille y a mais cru un peu. Tu y as cru, Tom, toi, non? Ah, on y a cru après, c'est comme tout, tu crois toujours, si tu crois pas, ça sert à rien de suivre la saison, mais Oui, non, mais je comprends, je ouais, comprends. mais en tout cas, bref. ça fait au moins 10 journées que le championnat, il est plié et voilà, quoi. Il y a eu un petit truc avec Monaco, sur les doubles confrontations, mais sinon, Mais sinon dès lors que les coupes européennes ont commencé, c'était fini. ouais, donc c'est ça aussi qui fait perdre de l'attrait à notre championnat, qui nous donne aussi le surnom de Farmers League pour les étrangers parce qu'ils se disent, bah, qu'il y a que le PSG. Non, il y a pas que le PSG, mais le PSG est beaucoup plus fort et joue dans d'autres sphères que nous, enfin que les autres clubs. Et donc Ouais. selon toi, Aubin, une Ligue 1 sans PSG rayonnerait plus à l'international? Non, j'ai pas dit ça, mais je pense que, si le PSG avait plus de restrictions financières, surtout là, sans les stars, sans les Messi, les Neymar, parce que Comment ils ça, font pour en le Europe? coup, Mais comment ils ouais, font en Europe alors? Les autres le font, pourquoi eux, ils auraient pas le droit de le faire? Ah, dans tous les autres mais championnats, non, Tu vois? mais C'est mais t'as non, plusieurs mais clubs qui sont attends, équivalents. Henri, quand on voit les salaires, tu vas pas me dire qu'il y a énormément de joueurs à Paris qui sont surpayés. Quand tu me parles de Kimpembe, par exemple, qu'est-ce qu'il a à foutre dans ce top 10? Ça fait combien de temps qu'on l'a plus vu sur un terrain, Kimpembe? Je suis bien Bah, c'est parce d'accord, mais qu'il a son Kimpembe, salaire, il il avait gagne un mal. contrat longue durée, voilà. Oui, Voilà. mais alors, Des coquilles, il y en a dans tous les clubs, oui, mais voilà, il y c'est en comme a ça. quand même plein. Il y en a quand même plein des joueurs à Paris qui sont surpayés. Plus trop, hein. Tu regardes, récemment, il y en a plus énormément, hein. T'as des joueurs comme Doué qui sont dans le top 12 et tout. Enfin, après, enfin, Ouais, j'avoue. Des joueurs comme c'est Doué qui sont Il mieux y a payés que des Rabiot. efforts qui ont été faits, il y a des efforts qui ont été faits au PSG, récemment, mais ça reste quand même un club qui est au-dessus de la norme en France. Mais pour rebondir sur ce que disait Aubin et on va finir là-dessus pour avancer derrière, le problème ne vient pas du PSG, je pense que le problème vient plus des autres clubs et sur l'attrait qu'un autre club peut avoir auprès d'investisseurs, qui ferait que le championnat serait beaucoup plus, heu, crédible et attrayant auprès des autres pays européens. C'est ouais, bah, si on qu'aujourd'hui, a on ouais, aurait des bah, clubs qui On aillent. a des investisseurs en bah France. oui, Mais oui, Marseille, mais Ouais, Lyon, tu mais tu PSG. rivalises, Ouais, tu mais tu peux pas rivalises pas avec le rivaler. PSG Tu et peux pas dans aujourd'hui, tous c'est les ça le cas. problème, c'est que il nous faudrait des investisseurs qui puissent permettre à des clubs de rivaliser avec le PSG, plutôt que le PSG qui se mette plutôt qui descende un petit peu au niveau des autres et je suis c'est comme d'accord. ça qu'on Mais évoluera, dans c'est, tous les cas, t'as aucun investisseur qui va prendre le risque de venir concurrencer le PSG quand tu vois la puissance non, c'est financière qu'ils sûr. ont. C'est ça le problème. On est Sinon, d'accord ça aurait été déjà fait. et le problème est beaucoup plus profond et on pourrait en parler des heures et on l'a notamment bien évoqué l'épisode précédent sur l'économie dans le football et les droits télé. On va On vous passer au invite à aller voir, mais prochain hein. on va passer au prochain sujet d'actu, hem et Tom va nous parler, de son sujet d'actu qu'il a préparé pour l'épisode du jour. Alors moi, je vais trouver un sujet d'actu qui va susciter un peu moins de débat entre nous et qui va être un peu plus court. Mais moi, en fait, bah, comme vous avez pu suivre, la Juventus avait nommé du coup Thiago Motta comme coach, qui avait fait du coup une très belle saison avec Bologne la saison dernière, qui les a même amenés en Ligue des Champions. Il a été limogé là très récemment suite à une série de mauvais résultats, dont avec deux lourdes défaites, 4-0 contre l'Atalanta, 3-0 face à la Fiorentina. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui la Juve est placée cinquième et qui ne joue plus le titre depuis quelques saisons quand même maintenant. Et du coup, ils ont nommé Igor Tudor comme coach. Alors, est-ce que c'est plus coach longue durée, plus pompier de service? Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de Tudor à la Juventus? Moi, en tant que supporter marseillais, j'ai beaucoup apprécié son passage à l'OM en tout cas. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce coach? Est-ce qu'il va réussir à redresser la barre à la Juventus? J'attends un peu vos avis. Ouais, moi je peux te donner mon avis un peu rapidement sur le sujet. Igor Tudor, honnêtement, avant son passage à Marseille, j'en avais entendu parler, mais pas énormément. Sur ce qu'il a fait à Marseille, c'est un coach qui a une vision, qui pratique déjà un football de pressing, donc qui va jouer haut, qui aime avoir le ballon. Il y avait beaucoup d'intensité, on avait beaucoup d'occasions quand on regardait les matchs de Marseille, donc un coach pour moi assez intéressant, qui est convaincu et à mon avis qui est convaincant auprès de ses joueurs. Par contre, son arrivée honnêtement là, son arrivée à la Juventus, bah, tu viens de me l'apprendre. Parce que la Serie A cette année, bah, comme vous le savez, on a un problème de diffuseur en France. Je crois que ça passe sur l'équipe, 1 match sur 4, donc moi la Serie A, j'ai totalement décroché. En coupe d'Europe, quand je vois les performances des clubs italiens, bah, il y a l'Inter qui s'est qualifié là, parce que c'est logique, mais il y a pas beaucoup d'autres clubs en Serie A qui m'intéressent. Et bah, la Juventus, on est sur un club qui était en train de mourir à petit feu, qui avait voulu, relancer, Thiago Motta parce que comme tu as dit, il avait fait une super saison avec Bologne. Mais, je Après, pense que
Ouais. Vas-y Aubin, finis. Vas-y. Bah non, je pense qu'il y a trop d'écart avec un club comme l'Inter qui est en train de tellement bien bosser de son côté, qui fait pas de bruit. On a même l'Atalanta qui est à la base un petit club d'Italie, hein, l'Atalanta, qui est le dauphin, je crois d'ailleurs, de l'Inter dans le championnat. On Qui a a des pris une Ligue clubs qui Europa bossent aussi, bien. hein. Qui a pris Ouais, une qui, Ligue ouais, qui a Europa. pris une Ligue Europa. Donc ça, c'est des clubs qui bossent bien, qui n'avaient pas autant de ressources que l'Inter, ni la même réputation, et qui, pour moi, ont déjà creusé un trop gros écart avec la Juventus, au moins pour cette saison, pour aller les rejoindre. Donc la saison de la Juventus, j'en attends pas grand-chose et je vais pas la suivre avec un grand intérêt. Mais Ils le sont moi, troisième Aubin, pour te répondre, le le l'Atalanta. gros problème qu'il y a aujourd'hui là-dedans, et moi, c'est vraiment quelque chose qui me perturbe dans le football, c'est de devoir virer un entraîneur au bout de 6 7 mois parce qu'ils sont pas non plus là où ils devraient être. Une Juventus des dernières années à la 5e place, moi, ça me choque pas tant que ça, malheureusement, et je trouve ça pas non plus alarmant, et aujourd'hui, un club n'est plus capable pardon, excuse-moi. Un club n'est plus capable de faire confiance à un entraîneur sur plusieurs années, même si on sait que ça peut marcher, et on le voit notamment à Arsenal où Arteta, là, de quelques années, où ça a été très compliqué au début, et il aurait mérité de se faire virer dès le début et ils l'ont pas fait, et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on laisse plus assez la chance à ses coachs. Et Thiago Motta, je pense que c'est un coach qui a besoin de travailler sur, 2-3 ans, une équipe, un projet, et qui peut permettre, de faire de grandes choses avec la Juventus. Ils ont pas été capables de le laisser, et je pense que c'est un autre problème récurrent qu'on retrouve aujourd'hui dans les clubs européens et notamment dans les grands clubs. Ouais, je suis d'accord. On peut prendre l'exemple aussi de Pep, à City qui est resté, pas mal de temps, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'il y est. Bon, maintenant ça se passe un peu moins bien, il est en fin de cycle, mais on voit quand même que dès qu'un entraîneur, vient dans une équipe sur du long terme, ça paye toujours au bout. Donc je suis complètement d'accord avec toi, Maxence. Mmh. Et ce qui est le projet qui est en train de monter le PSG, notamment avec Luis Enrique, Ouais, 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 je c'est trouve vrai. qu'il y a une certaine continuité, une certaine logique dans le sens où, heu, un club peut faire une saison, peut passer à côté d'une saison, heu, une année, ça peut arriver, des joueurs moins bien, une situation au club qui diffère ou qui pose problème. Enfin voilà, ça peut arriver et on ne doit pas s'alarmer, ou dès qu'il y a une chute de 2 places au classement. J'ai du mal à comprendre la philosophie pardon, mais c'est toujours dans cette quête d'être le meilleur tout le temps, et aujourd'hui c'est pas possible, et Manchester City en est la preuve avec leur gros déclin qu'ils ont depuis, 4 mois, où malgré l'une des meilleures équipes sur le papier, malgré qu'ils gagnent tout depuis, quelques années, et bah, aujourd'hui ça marche plus du tout, et c'est toujours le même coach, et il y a d'autres problèmes au club qui font que ça marche plus. Il y a pas que le coach à chaque fois, mais c'est toujours plus simple de virer le coach que de virer, les 3 quarts des joueurs. Ouais, tout s'enchaîne un peu trop vite, dans le foot moderne parce que, bah, je reviens sur, le PSG, Luis Enrique. Sa première saison à Paris, en soi, si on parle en termes de résultats, elle est bonne, hein, on va en demi de LDC, mais le jeu qui est proposé n'est pas non plus, très très impressionnant, on va dire, parce que on se qualifie contre le Barça, grâce à des effets de jeu, à un carton rouge et cetera. Des gros problèmes de finition en demi face à Dortmund, et tu voyais en fait des supporters et des gens, même au club, hein, qui se posaient des questions, sur le coach. Et là, on voit bien que sur une deuxième saison, déjà, c'est largement mieux. Moi, je suis d'accord, faut laisser un peu plus de temps aux entraîneurs. Thiago Motta, il avait fait un gros boulot. Euh, je pense qu'il aurait pu faire de très belles choses à la Juve. C'est dommage. C'est juste dommage pour moi. Bah, écoutez messieurs, après ce 2e sujet d'actu, on va enchaîner directement avec le débat RSE du jour. Comme je l'ai, présenté au tout début, on va parler aujourd'hui de la santé mentale des joueurs. C'est un sujet qui est encore, assez tabou dans le football, et c'est quelque chose qui va être de plus en plus, à l'ordre du jour. On sait que la santé mentale, c'est un sujet de plus en plus présent. Derrière les salaires qu'on peut avoir ou la gloire médiatique, les joueurs professionnels font face à une pression, on va dire, constante, que ça soit sur les réseaux, que ça soit dans les médias, que ça soit aussi sur les supporters. Que ça soit de la critique, une exigence de performance qui peut fragiliser, on va dire, leur équilibre psychologique au-delà du physique. C'est quelque chose dont on parle très peu,
malgré que dans la société actuelle, c'est un sujet qui arrive de plus en plus et ça devrait arriver dans le sport aussi. Et moi, j'avais une question justement à vous poser. Est-ce qu'on protège assez les joueurs? Est-ce qu'ils sont suffisamment accompagnés sur le plan santé mentale? Est-ce qu'on devrait autant le prioriser que le plan, physique? J'aimerais avoir votre avis, notamment, en Aubin et Henri, qui sont un petit peu pour et contre. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Bah, moi, je vais te répondre, Maxence. Si on parle du foot, à haut niveau, heu, ça reste des grands sportifs, de la pression, ils doivent en ressentir. C'est un moteur pour eux. Moi, là où ça va me gêner un petit peu plus, c'est, sur la jeunesse. Quand tu vois des parents qui inscrivent leur enfant au foot en se disant: «Ouais, projet Mbappé, nanani», ils misent tout sur leur enfant mais derrière l'enfant, comment veux-tu qu'un enfant se développe, de manière normale, avec une telle pression des parents? Heu, Moi, c'est ma réponse là-dessus. Voilà. Aubin, toi, je pense que tu es du même avis que moi quand même sur les jeunes, mais Ouais, sur le niveau, au niveau du foot amateur, tu voulais parler, c'est un bon exemple. C'est vrai que c'est un bah, vrai fléau dans le football moderne, mais même si pas amateur, mais juste, les jeunes, tu vois? Il y a des parents qui inscrivent des enfants de 5 6 ans au foot. Ils se disent: «Allez, j'inscris le plus tôt possible comme ça, dans ma tête, c'est projet Mbappé et mon fils, ça va devenir un joueur pro et je vais me faire de l'argent sur le dos de mon fils, quoi». ouais, ouais. Non, il doit y en avoir après, tu sais, malheureusement ça, pour moi, c'est un problème d'éducation, hein. C'est comment lancer son fils dans un sport en espérant qu'il devienne professionnel, surtout un sport Mmh. aussi concurrentiel que le football. Là, c'est plutôt un souci mental qu'autre chose. Mais plutôt pour revenir sur l'aspect professionnel de la question, il y a plein de choses à dire, hein. On sait que les cellules mentales, ils sont de plus en plus développées dans les clubs parce que c'est surtout, en fait, à la demande des joueurs. On a beaucoup de clubs qui font appel à des séances avec des psychologues personnalisés, un suivi quotidien ou au moins s'il n'est pas quotidien, le suivi, il est hebdomadaire par rapport à la pression qu'ils peuvent subir, que ce soit en club ou aussi avec leur équipe nationale. On sait que les clubs enfin les joueurs sont vraiment assujettis à, des pressions, diverses et variées, mais qui peuvent porter un poids lourd sur le joueur et sur ses performances. Donc, c'est un sujet qui pour moi prend de plus en plus d'importance, qui est de plus en plus considéré par les clubs aujourd'hui, mais, ça fait partie des nouveaux problèmes du football. Les problèmes, qui sont créés, c'est un problème qui a été aussi, grandement, influencé par les réseaux sociaux. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais, ça va tourner autour de ça aussi, hein. La santé mentale, c'est un point important des joueurs pour qu'ils puissent performer et pour qu'ils puissent performer, faut qu'ils se sentent bien. Faut qu'ils se sentent respectés dans leur club, faut qu'ils se sentent importants, faut qu'ils se sentent concernés par le projet. Il y a tellement d'éléments à aborder autour de ce sujet que pour moi, c'est trop important. Il y a trop d'enjeux financiers, économiques, même sociaux autour des joueurs pour que les cellules mentales, ne soient pas créées dans les clubs. Mais, Et je sais que c'est un tournant que beaucoup de clubs sont en train de prendre et pour moi, on est sur la bonne voie. Mais tu vois, genre, si tu prends l'exemple de très grands sportifs, enfin très grands footballeurs, du coup, pour le coup, comme Messi ou Ronaldo, est-ce que tu penses que ces joueurs-là, je sais même pas s'ils ont, enfin, ils ont été beaucoup suivis là-dessus dans leur carrière. T'as l'impression que c'était force de la nature, tu vois, déjà de base. Donc, est-ce que, genre, même pour des. Enfin, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus maintenant parce qu'il y a aussi les réseaux. Mais avant, j'ai l'impression que, enfin, des grands footballeurs comme à l'époque, Zidane, etc., à mon avis, ça n'existait pas. Enfin, c'est un métier, je pense, qui est voué à être créé et qui va évoluer avec l'arrivée des réseaux et la puissance des réseaux aussi aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on en parlait pas il y a des années. Après, bon, quand tu parles de Messi et Ronaldo, c'est des footballeurs qui ont vécu les 2 époques. Mais pour moi, les deux étaient suivis. Les 2 étaient suivis personnellement ou alors dans le club, dans leur club. Je pense qu'à mon avis, ils avaient surtout un psychologue perso ou ils ont besoin d'être bien dans leur tête pour être bons sur le terrain.
Donc ils en ont pas parlé et tant mieux. Après, eux, ils ont grandi dans ça, j'ai envie de dire qu'ils en avaient pas besoin. Mais tu mets le point sur, enfin tu mets le doigt sur un point important, c'est qu'il y a des années, on n'en parlait pas de tout ça. Alors Mais ça aurait c'est été ce serait intéressant d'avoir l'avis d'anciens professionnels. Je sais pas si dans les interviews, ils en ont déjà parlé, mais mais on en a c'est un sujet, Aubin, qui suit, on va dire, la société actuelle. C'est-à-dire que c'est un oui, sujet dans la société qui était pas mis en avant. Aujourd'hui, on en parle plus parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème derrière. Et moi là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui on doit le prioriser autant que par rapport à la condition physique? Est-ce que le psychologique et le mental doit être, autant pris en charge et autant, préservé que leur condition physique, pour un joueur de football? non, Pour pour moi, moi, j'ai Maxence, ouais. vas-y Aubin, vas-y. Non, juste je réponds à la question, pour moi, c'est 80-20. 80 le physique, technique, tout ce qui est terrain et 20 tout ce qui est à côté, le mental, l'environnement du joueur, je peux pas aller jusqu'à dire 50-50 parce que tu auras toujours des exemples je sais pas, de joueurs qui se plaisent pas dans un club, mais qui arrivent quand même à performer à côté. Enfin, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Après, c'est juste mon avis. Je vais laisser Henri parler. Ouais, pour moi, un sportif, actuellement, il doit avoir le packaging complet, c'est-à-dire, la technique, le physique et la résistance, mentale. Comment tu expliques que des joueurs, qui, en début de carrière, seront pas, non plus, extrêmement plus forts que d'autres joueurs, mais pourtant, à la fin de leur carrière, le palmarès est tellement différent, tellement plus grand pour l'un que pour l'autre. C'est des gens qui, oui, je suis d'accord avec toi, Aubin, hein, qui doivent certainement être suivis, mais ça s'apprend, quand tu es professionnel à résister à la pression et c'est bien, c'est vrai, que, ça se développe et que cet aspect mental, toute cette pression qu'ils peuvent ressentir, soit travaillée au sein des clubs. Mais en fait, quand tu prends par exemple, tu vois, je sais pas si ça existe, dans des clubs de Ligue 2, Aubin, toi peut-être que tu sais, heu, mais un joueur de Ligue 2 son but, c'est quand même d'arriver en Ligue 1 et si il se met tellement la pression pour arriver jusqu'en Ligue 1, que ça joue sur ses performances, alors là, oui, je suis d'accord que des cellules mentales, ça pourrait être intéressant même pour des clubs de Ligue 2. Ouais. Moi, la question que je me pose par rapport à l'accompagnement des clubs, bah, surtout sur ce sujet, c'est est-ce que c'est le suivi mental, il doit être fait par le club ou en individuel et genre ça doit faire partie de leur packaging en tant que professionnel? Tu vois là où je veux en venir? Est-ce que, c'est le club qui doit, prendre en charge son joueur sur sa condition mentale? Ou est-ce que c'est le joueur en tant que professionnel et vu qu'il sait que c'est un élément de son métier, en fait, c'est un paramètre de ses bonnes performances. Est-ce que c'est à lui tout seul de se gérer? Il y a un C'est ouais, il y a un bon exemple qui a émergé cette année, c'est Ousmane Dembélé quand même. ouais, c'est vrai. Voilà, encore une fois, en regardant une des vidéos de Romain Molina, tu apprends tous les changements qu'il a pu faire dans sa vie et notamment, des coachs, mentaux perso. Donc c'est lui qui a pris la décision, de son côté. Alors peut-être que le club l'aide, hein, pour ça, mais c'était une décision personnelle. Donc Mmh. pour moi, la volonté doit d'abord venir du joueur que le club, Après, que celle du club. après pour le coup, Dembélé, il y a aussi un grand facteur, c'est le facteur physique, hein. Il était quand même au Barça, il était quand même blessé tous les 3 matchs. Là, ça fait quand même 2 ans qu'il est au PSG, qu'il se blesse pas, donc peut-être qu'il y avait aussi un souci au niveau du Barça et qu'il est mieux accompagné au PSG ou même lui au niveau de son hygiène de vie. Et c'est vrai que là-dessus, c'est aussi ça le gros facteur de la réussite de Dembélé actuellement au PSG. Ouais, Oui, parce mais qu'en il se blesse pas, l'an dernier, mais il fait pas une, très grosse saison non plus. Je crois il met, 6 ou 7 buts, toutes compétitions confondues sur une année. Pas non plus, énorme. il fait meilleur passeur de Ligue 1 l'année dernière quand même, je crois, hein, Ouais, quand même, ouais. si je dis pas de bêtises. Mais, c'est vrai que Dembélé, c'est un bon exemple parce que quand on voit l'impact et le changement, en fait, l'évolution du joueur, sur 12 mois, enfin sur une année civile par rapport à l'année dernière et cette année, c'est complètement fou. Et c'est vrai que Romain Molina, il en parle dans l'une de ses vidéos
Mais du coup, en fait, ça doit juste inspirer d'autres joueurs, le fait de se développer aussi, sur le plan mental et j'espère que c'est le cas et que Dembélé va réussir à inspirer d'autres joueurs. Mmh. Il s'est mis lui-même à disposition le packaging complet, on va dire, pour réussir. Amélioration Exactement. physique, mentale, donc voilà. Et par rapport à ça, moi je voulais revenir sur un dernier sujet très rapide, sur ça. Je sais pas si vous avez vu le et sur les par rapport aux jeunes, Henri, tu parlais aussi des jeunes qui est dans l'accompagnement des jeunes. Je sais pas si vous avez vu que l'Olympique Lyonnais allait supprimer toutes ces catégories en dessous de U16, justement pour permettre aux jeunes de se préserver et aux parents de préserver leurs gamins sur les faits. À 13 ans, si t'es pas dans un club pro, tu seras jamais pro ou des trucs comme ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Est-ce que tous les clubs de Ligue 1 devraient le faire? Est-ce que c'est une situation qui pourrait aussi améliorer la pression qu'on met sur les jeunes et notamment de la part des parents qui, à 10-12 ans, sont là comme des fous à ce que leur fils ou leur fille joue dans les plus grands clubs très très tôt. Est-ce que ça pourrait être une solution sur la pression qu'on met aujourd'hui aux jeunes joueurs? Bah, je pense Moi, qu'il faut, il faut je juste pense pas parce que être dans un grand club dès le plus jeune âge, c'est aussi, bah, bénéficier d'infrastructures de de qualité, etc. Ouais, et d'un accompagnement de qualité. voilà, Mm. exactement et en fait, ça permet aussi aux jeunes d'être encadrés dès le plus jeune âge. Après, c'est aussi, je pense au club de mettre en place, des réunions avec les parents et tout ça pour pas que l'enfant, bah, subisse, trop de pression, tout simplement. Mais est-ce que à 12-13 ans, pardon, est-ce qu'un gamin, entre jouer dans son club de amateur, club de sa ville, de son village, ou d'arriver dans un club pro à cet âge-là, est-ce que ça change vraiment quelque Oui, chose? il y a une Ou est-ce différence. que Pour oui, moi pour moi, il y a une alors bien différence. sûr qu'il y a une différence, mais est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Notamment sur cette question de pression dès le plus jeune âge? Heu, Bah, après, au moins, ça permet de voir si, le le gamin en question, il est capable de se développer et de continuer de progresser même dans un contexte où il est pas dans un dans les club avec meilleurs. ses copains. Là, tu vois, l'exemple qui casse tout en ce moment, c'est Lamine Yamal. C'est, Ouais, 16 ans, il a 16 ans ou 17 ans? 16 ans. 17 ans. 16 ans? Ouais, 16 ou Il 17, avait 16 il ans vient de pendant faire l'Euro. 17 et bon, lui, s'il est pas au Barça, depuis, son plus jeune âge, est-ce qu'il est à ce niveau-là? Est-ce qu'il, Non, bien sûr, donc à un moment, faut c'est 2 aussi poids, voir 2 le bon. mesures. Bah oui, c'est ça. Bah, écoutez, monsieur, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'ai 2 petites questions pour terminer cet épisode. Je vais revenir sur les entraîneurs et sur le sujet d'actualité de Tom. Est-ce que vous pouvez me donner l'équipe qui a changé le plus de fois d'entraîneur en une saison? C'était lors de la saison 2016-2017. Est-ce que vous savez me dire quel est le club qui a changé le plus de fois d'entraîneur en une saison de Ligue 1? Ouais, ça doit être un club qui devait jouer le maintien déjà, donc je sais Ouais. pas, C'est peut-être pas un Nantes? Sochaux ou un Qui truc comme ça, ça. Robin? Nantes? Ah, C'est le FC Nantes, effectivement, ah oui. avec 4 Yes. entraîneurs sur la même saison. Ouais, je me souviens, Re ouais. René Girard a été remplacé par Philippe Mao, puis par Sergio Conceição et enfin Ouais, par c'est ça. Claudio Ranieri. Ouais, c'est Et plus général sur les 20 dernières années, enfin sur le 21e siècle, quel club qui a changé le plus de fois d'entraîneur au 21e siècle en Ligue 1? Ouais, Quel club français? Marseille doit l'OM, il être pas doit être mal. pas Marseille, mal, c'est ouais. sûr. Ouais. Il doit être pas mal. Ouais. Effectivement, c'est Marseille avec Ouais. 23 techniciens différents. Ah ouais, c'est pas étonnant. On est presque à un technicien par an, un entraîneur par an, qui est assez Et énorme tu le classement disponible, Max, ou pas? j'ai pas le classement, j'ai surtout ces 2 stats-là, on revient toujours sur la même question de, est-ce qu'on devrait laisser plus de temps à un entraîneur pour développer? Ou alors on continue dans cet esprit de, résultat tout de suite et au pire on change d'entraîneur? C'est toujours Bah, le même c'est problème. ça en dit beaucoup sur le contexte marseillais, hein. Ouais. Ouais, je sais pas si Tom, ça le plaît de voir, changer d'entraîneur tous les ans, Non, non, mais en tout ça me cas, saoule, hein. on est d'accord. Parfait, bah, écoutez messieurs, je vous remercie. On a fait le tour du sujet et de la question aujourd'hui. On se retrouvera prochainement avec un nouveau sujet qui parlera, du football féminin et de l'impact du football féminin aujourd'hui, dans la société.
Merci à vous 4, merci pour vos avis constructifs. On se voit la prochaine fois dans un épisode de Bande de foot, sûrement le dernier. Merci à vous 4, messieurs. Merci à tous. Merci, Merci merci à tous. Maxence. Merci à Allez, tous. à la prochaine. Ciao. Bye.